Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Plus que quelques jours avant la grande conférence de l'ONU sur le climat et votre émission 100% développement durable se met au diapason de la COP 21. Bienvenue donc dans cette troisième édition spéciale de votre magazine qui a voulu décrypter les enjeux de la Réunion de Paris. Et nous avons décidé de nous demander si le réchauffement climatique peut être à l'origine le déclencheur de crises humanitaires et plus particulièrement de déplacements de population. Vos réactions, vos commentaires sont les bienvenus sur le hashtag C2P TV5 Monde. Et en attendant, nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour François Gemène. Bonjour. Alors vous êtes chercheur à Sciences Po et à l'Université de Liège. Vous êtes un spécialiste des mouvements migratoires et vous êtes l'auteur de ce livre, Géopolitique du climat, c'est-à-dire aux éditions Armand Collin. Petite question pour commencer. Ils sont en ce moment au cœur de l'actualité. Est-ce que les migrants syriens, on peut les considérer comme des réfugiés climatiques ? Pas vraiment. D'abord, d'une part, parce que ce terme de réfugié climatique n'a pas de base légale, comme on en discutera, j'imagine. Et puis parce qu'ils fuient, bien sûr, en premier lieu des violences dans leur pays. Mais on ne peut pas comprendre l'origine de ces violences si on néglige les sécheresses qui ont frappé la Syrie entre 2008 et 2010. Et à l'avenir, il va être de plus en plus difficile de démêler les événements climatiques, politique et économique. Et on va en discuter également avec Moutari Abdulmajid. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'ONG DMIE Niger. Vous êtes également membre du réseau Climat et Développement. Vous êtes partie intégrante des négociations pour la COP 21. Est-ce qu'on peut dire qu'au Niger, il y a d'ores et déjà des déplacés climatiques ? Vous savez, on dit chez nous, quand le soleil apparaît, ce n'est pas une poignée de main qui va le cacher. Les conséquences du changement climatique sont visibles. Il y a non seulement les inondations, les sécheresses et les déplacements massifs de populations d'une zone à une autre. Donc, c'est dire que le changement climatique est une réalité au Niger. Et les populations sont en train de souffrir de ces conséquences du changement climatique. Et on aura aussi l'occasion d'en discuter avec Dominique Burgeon. Il est en liaison avec nous depuis Rome. Bonjour Dominique Burgeon. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la division urgence de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors, on imagine que la hausse des températures, ça vous inquiète. Très brièvement, à la FAO, on a un plan de bataille ? Oui, définitivement. La FAO est complètement saisie par la problématique changement climatique, est impliquée en appui aux pays dans les négociations en cours et est active aussi sur le terrain à travers la mise en œuvre de différentes actions et notamment à travers le renforcement de la résilience des populations. Alors, merci à tous les trois d'être avec nous sur le plateau. Tout à l'heure, nous serons en liaison avec Doris Letarde, conseillère fédérale suisse et chef du département environnement de la Confédération helvétique. On va d'abord poser les bases du débat. L'ONU, on a recensé plus de 83 millions entre 2011 et 2014 et ils seront 250 millions en 2050. Pourtant, les réfugiés climatiques, officiellement, ça n'existe pas. Au regard du droit, c'est un statut qui n'a aucune réalité juridique, mais l'urgence climatique est en train de changer la donne. Pour certains, la COP 21 doit justement être l'occasion d'initier une prise de conscience. Vous voyez ce dossier préparé par Sophie Roussy et Vincent Fayolle. Voici le dernier périple à la mode pour les grands de ce monde. Selfie de Barack Obama en Alaska, pose de François Hollande sur un glacier islandais, grosse parka pour Ban Ki-moon sur la banquise. Cela pourrait prêter à sourire si derrière le coup de projecteur ne se cachait pas une triste réalité. Plus exactement, une urgence écologique, humanitaire aussi. Jens Moller est groenlandais. Sa vie, ce sont ses chiens, son traîneau, son bateau. Lui résiste, mais le réchauffement climatique menace ici le mode de vie des familles. Le soleil est de plus en plus brûlant. À long terme, je pense que les Groenlandais vont perdre leur habitat et leur culture. Leur société, leurs maisons ne sont pas adaptées aux températures de 20 degrés en été. C'est effrayant. Et si les icebergs en perdition sont devenus des symboles, aucun continent ne sortira indemne. Montée des eaux en Asie, avancée des déserts en Afrique, furie du ciel dans les Caraïbes, toutes les parties du globe sont vulnérables. Près de 20 millions de personnes ont dû être déplacées ces dernières années. L'ONG internationale CARE a interrogé 1500 foyers sur 8 pays. 90% des familles disent percevoir des répercussions sur leur quotidien.
Il y a une insécurité alimentaire grandissante, ça veut dire que les personnes, à cause du réchauffement climatique, ne peuvent pas produire autant qu'elles devraient, donc ne peuvent pas se nourrir. Et puis on voit aussi des inégalités qui sont aggravées, en fait, comme l'accès à l'eau, par exemple, est menacé dans certaines zones. Alors il faut anticiper. Les gouvernements doivent le faire, les ONG le font déjà. Les humanitaires aident les victimes à se transformer en acteurs de leur devenir. Au Niger, les éleveurs réapprennent des pratiques anciennes. Les vaches peuvent être très vulnérables au changement de température. Donc on a réintroduit des espèces traditionnelles de chèvres auprès d'éleveurs pour que justement ils puissent diversifier leur bétail et qu'ils puissent faire face aux sécheresses plus fréquentes. Mais parfois il est trop tard. Voyage vers les îles Kiribati, paradis en passe de devenir un enfer. Les eaux montent, l'archipel est voué à disparaître. Alors un citoyen a demandé le statut de déplacé environnemental en Nouvelle-Zélande. Refusé, aucune loi n'existe. L'avocat Yvon Martinet planche déjà sur une convention internationale. C'est un ensemble qui amènera les États à conférer des droits aux déplacés environnementaux dans leur pays ou dans les pays d'accueil, le temps de l'organisation du droit au retour. Et si ce droit au retour, les îles du Pacifique par exemple, n'est pas possible, de leur donner des droits civils et politiques. Mais la frontière est parfois mince entre réfugiés politiques et climatiques. Avant la guerre de Syrie, 6 années de sécheresse ont sévi. À travers le monde, le contrôle des grands fleuves crée des tensions. Le réchauffement pourrait-il être une source de conflit ? On sait que le changement climatique va jouer sur tout un tas de paramètres qui sont créateurs d'insécurité. Donc effectivement, l'indisponibilité des ressources, la destruction de l'habitat, la disparition des conditions de subsistance d'un territoire. Ça, on sait que le changement climatique agit là-dessus. Après, c'est pas forcément pour autant que ça va créer de la conflictualité. Ça peut créer certaines formes de tension. Mais en général, il faut déjà que sur ces terrains-là, il y ait des antagonismes historiques existants pour que le conflit se cristallise. D'ici 2050, l'ONU prévoit que le climat pourrait pousser sur le chemin de l'exode 250 millions de victimes. Il faudra bien les nourrir et les accueillir. Alors voilà pour les bases de cette problématique. François Gemène, en gros, on peut dire que la crise des migrants à laquelle on assiste en ce moment-là, ces flux de réfugiés qui se massent aux portes de l'Europe, ce n'est rien comparé à ce qui va arriver ? Non, et ce qui est très inquiétant, c'est de voir la réaction politique à ce qu'on appelle une crise. En réalité, il ne s'agit pas d'une crise. Crise suppose un aspect temporaire. En réalité, on est face à un mouvement structurel et ces flux migratoires vont forcément s'amplifier. Et quand on voit la réaction de l'Union européenne, la crise politique dans laquelle nous sommes, la débandade générale des États européens et l'incapacité à répondre dignement à ces flux migratoires, effectivement, ça n'augure rien de bon quant à notre capacité à anticiper et à gérer sereinement et rationnellement les flux migratoires à venir. Alors là, on parle des réfugiés qui ont un statut, qui demandent l'asile. Dans notre problématique à nous, on parle de réfugiés climatiques. Je l'ai dit, c'est une notion qui n'a pas d'existence juridique. Comment est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème-là ? Alors, vous l'avez dit, c'est une notion qui n'a pas d'existence juridique, simplement parce que lorsqu'on crée le droit des réfugiés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on n'imagine pas que des gens pourraient être à l'avenir déplacés par des dégradations de leur environnement. Or, aujourd'hui, c'est le cas, avec, on l'a dit, des millions de personnes déjà déplacées. C'est donc pas une menace lointaine qu'on pourrait éviter avec un grand accord à Paris. C'est déjà une réalité aujourd'hui pour des millions de gens. Et ce sont des gens qui se déplacent généralement sur des distances assez courtes et généralement à l'intérieur des frontières de leur pays. Ce qui veut dire qu'un statut en droit international aurait une portée limitée et qu'on a intérêt à agir avec les États pour essayer de renforcer la protection de leurs droits au sein même de leur pays ou via des arrangements régionaux ou bilatéraux. Alors, Moutari Abdul-Majid, les déplacés climatiques au Niger, est-ce que ça existe ? Et concrètement, ils fuient quoi ? Ça existe bel et bien. Je prends l'exemple d'une zone que je connais très bien. J'ai servi dans cette zone. C'est dans la région de Zender, Matamé. En 2013, il y a eu des déplacés suite à une situation d'insécurité alimentaire. Et malheureusement, ça a été très tragique parce que la plupart, souvent, ils partent au Nigeria ou viennent dans des régions qui sont à l'intérieur du pays. Mais cette insécurité alimentaire, elle est causée par quoi ? Par le réchauffement climatique ? Elle est directement causée par le réchauffement climatique, directement, parce qu'il y a une irrégularité de la pluviométrie. Vous voyez, chez nous, généralement, c'est en mois de mai que les gens font les semis.
Mais depuis plusieurs années, donc, la saison tarde à venir. Et donc, elle se manifeste généralement dans le mois de juillet-août et elle se termine en septembre. Ce qui fait qu'il y a juste un temps qui est insuffisant pour que les semis puissent pousser, et donner de bons grains et que les populations puissent faire des récoltes. Et vous avez l'impression que cette situation, elle est irrémédiable? Elle est irrémédiable si on ne prend garde. C'est-à-dire stabiliser le réchauffement climatique. Et là, donc maintenant, c'est ça, les dirigeants doivent prendre un engagement responsable pour que cette situation puisse changer. C'est vrai, ce n'est pas facile de revenir à la normale, mais dans tous les cas, on peut pouvoir remédier ou appuyer la communauté à s'adapter. On va aller à Rome pour écouter Dominique Burgeon. Dominique Burgeon, à la FAO, la définition de déplacé climatique, c'est quoi? Bon, on n'a pas vraiment de définition de déplacé climatique, mais nous sommes évidemment très préoccupés par le phénomène, par l'ampleur du phénomène comme il a été présenté. On estime en effet à l'heure actuelle que sur l'année 2015, par exemple, ce seront 375 millions de personnes qui seront affectées de par le monde par des événements climatiques extrêmes, lesquels évidemment sont très préoccupants quand on sait que d'une manière générale, 80%, plus de 80% des catastrophes naturelles à l'heure actuelle sont liées au climat. Ces catastrophes ont un impact considérable, comme on l'a vu, sur la sécurité alimentaire, que ce soit à travers les inondations, les tempêtes, les cyclones, qui, évidemment, ravagent les cultures. Je pense qu'il est important de garder à l'esprit aussi, c'est que, outre les catastrophes très visibles, les catastrophes humanitaires très visibles auxquelles nous sommes confrontés, il y a de nombreux impacts du changement climatique qui sont beaucoup moins visibles. Ainsi, par exemple, aux Philippines, on a été très préoccupé par le cyclone Haiyan qui a frappé à la fin de l'année 2013. Il a été très médiatisé, mais en fait, sur la période 2006-2013, ce sont 75 événements climatiques extrêmes qui ont frappé les Philippines, avec un coût énorme tant sur les populations. Vous avez l'impression que ces phénomènes s'aggravent d'année en année? Il est clair qu'on observe une intensité beaucoup plus, une fréquence, une intensité et une ampleur beaucoup plus importante au niveau de ces catastrophes et qui ont un impact de plus en plus important, évidemment, sur le secteur agricole. François Gemène, vous en parlez, vous, de l'agriculture et de l'impact sur l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être mesuré? Ça peut être mesuré. Il y a plein de choses qu'on peut mesurer, notamment en lien avec l'agriculture. On sait, par exemple, que toute variation, même infime, de température ou de pluviométrie a un impact énorme sur les récoltes. Et on sait qu'une personne sur deux en Afrique dépend directement pour ses revenus de l'agriculture. Et donc, ça veut dire qu'il y a des risques de famine et voire même des risques de violence, puisqu'on observe une corrélation assez forte entre les tensions et les violences en Afrique et les variations de température, de pluviométrie. Alors, Moutaré Abdulmajid, la solution, c'est quoi? C'est donner plus de moyens aux petits producteurs? C'est donner plus de moyens aux petits producteurs, leur faire comprendre des technologies qui peuvent leur permettre d'améliorer leur situation. Notamment, c'est ce que nous, en tant qu'ONG, nous sommes en train de faire, intégrer l'adaptation dans les planifications locales, c'est-à-dire on amène les populations à analyser leurs propres vulnérabilités pour qu'ils puissent prendre des décisions au niveau local. Et puis maintenant, on fait appel à d'autres moyens, notamment l'État, les ONG internationales, pour pouvoir venir financer leur politique de développement. Et de cette façon, les communautés arrivent à s'adapter un tout petit peu, en attendant qu'il y ait une prise en charge assez conséquente de la part de l'État. Je le disais, vous faites partie intégrante des négociations pour la COP 21. Est-ce que vous avez l'impression que les pays du Nord, que l'Occident entend vos réclamations? Je ne suis pas trop optimiste, mais je pense que pour l'instant, les pays de l'Occident ne sont pas en train de prendre en compte nos préoccupations. Ça veut dire quoi? Nous, en tant qu'Africains, notre première priorité,
c'est le manger, la question de la sécurité alimentaire. C'est vrai, il y a plusieurs priorités, mais quand on ne prend pas en compte l'agriculture, je pense qu'on ne prend pas en compte la préoccupation des pays en développement. C'est une question de survie, nous. Et donc maintenant, il faut qu'on puisse régler ça. Mais pour l'instant, les drafts du texte ne prennent pas en compte cette dimension-là, notamment dans la décision. François Gemène, vous avez l'impression que les pays du Sud sont entendus par les pays du Nord ? Pas suffisamment. Le problème, c'est que chaque pays dans la négociation poursuit évidemment ses intérêts nationaux. À son propre agenda. À son propre agenda. Or, le changement climatique est caractérisé par une injustice fondamentale qui est que les pays qui sont les premiers et les plus durement touchés sont aussi les pays qui sont les moins responsables. Et donc le problème de la négociation climatique, c'est que c'est une négociation qui doit être altruiste. On n'agit pas pour soi-même, on doit agir pour les autres, pour des populations qui sont au-delà de nos frontières et qui sont aussi au-delà de notre génération, puisque la génération qui sera la plus touchée, ça sera la génération de nos petits-enfants. Et on a un vrai problème dans la négociation à prendre en compte ces intérêts qui dépassent nos frontières, qui dépassent notre génération. Alors on parle de l'Afrique, je vous propose une petite illustration. Au Sénégal, la migration climatique, c'est déjà une réalité. Prenez la langue de Barbarie. C'est une bande de terre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tant sa faune et sa flore sont d'une richesse exceptionnelle. Et pourtant ce trésor, il est menacé par la montée des eaux. En 2003, un canal de délestage a été creusé pour préserver la ville de Saint-Louis. À l'époque, il faisait 4 mètres. Aujourd'hui, c'est une brèche de plus de 5 km et le danger menace l'écosystème et la population. C'est un reportage signé Maud Roubaud. L'océan avance et emporte tout sur son passage. Ici, à l'extrémité sud de la brèche, impossible de distinguer l'autre côté de l'ouverture, près de 6 km plus loin. Les oiseaux viennent encore se reposer sur le sable, mais la plupart de leurs perchoirs ont disparu sous les eaux. Aujourd'hui, c'est tout l'écosystème du parc national de la langue de Barbarie qui est menacé de disparition. Nous gérons des habitats d'oiseaux d'eau et des habitats de tortues, comme sites de ponte. Toutes ces catégories d'habitats sont aujourd'hui menacées par l'évolution de ce canal de délestage. Les hommes aussi souffrent des conséquences de l'ouverture de la brèche. Aïssatou Diouf revient dans ce village après plusieurs mois. Elle a travaillé pour l'ONG ENDA sur les problèmes liés à l'avancée de l'océan. Aujourd'hui, elle découvre l'étendue des dégâts depuis sa dernière visite. Ici, c'était ma chambre. Elle s'est effondrée il y a 1 an. D'abord, il y a eu beaucoup de fissures dans le mur. À un moment donné, l'eau sortait même du sol. Et quelque temps après, tout un pan de mur est tombé jusqu'à ce que la toiture s'effondre aussi. Donc j'ai été obligée de déménager et d'aller vivre chez mon fils. 2 villages sont aujourd'hui complètement inondés, celui-ci est maintenant menacé et une quarantaine de familles ont dû trouver une solution d'hébergement. Il n'y a aucune aide que l'État a à faire pour ces gens-là. Ces gens-là, nous, avec la communauté rurale du Gandiol, nous prions pour qu'on déménage les 25 hectares pour recaser les gens du Doun, les gens du Cœur Bernard, les gens du Pilote. Mais nous n'avons pas le moyen. Partout le long du fleuve, c'est le même constat. Sans la barrière protectrice de la langue de Barbarie, l'océan gagne du terrain. Alors, pour parer à l'urgence, le ministère de l'Environnement a lancé un programme de remblayage avec du sable. Beaucoup d'experts nous ont déjà dit que l'ensablement qui est en train d'être fait coûte déjà beaucoup d'argent et n'est pas durable parce que d'ici 2 ans ou 3 ans, la mer va également engloutir cette solution qui est mise en place. L'autre solution, un enrochement qui résisterait plus longtemps. Mais le problème dépasse la langue de Barbarie. Le message que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons porter durant la COP21, c'est de dire le changement climatique, c'est pas demain, c'est maintenant, et qu'il faut maintenant appuyer ces communautés et appuyer nos États à pouvoir financer l'adaptation, à pouvoir financer l'accès à des technologies durables pour que ces communautés puissent continuer à vivre tout au long de ces côtes et tout au long de ces îles. Mais pour l'heure, les moyens manquent et l'érosion continue de grignoter les 700 km de côte du Sénégal. Alors, Moutaria Abdelmadjid, est-ce que ça vous rappelle des situations précises au Niger ?
Au Niger, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est la situation d'inondation et la situation d'insécurité alimentaire. Ce qui est bizarre, on a une forte pluie pendant un laps de temps, ça inonde tout, ça cause énormément de dégâts. Et quelques semaines après, maintenant c'est la sécheresse qui suit. Ça fait les nappes phréatiques n'ont même pas le temps de se remplir. De se remplir. Et la sécheresse vient. Donc maintenant, ça cause un problème sur le rendement agricole. Du coup, la récolte n'est pas bonne et les conséquences, les communautés sont obligées d'aller quelque part pour chercher une vie meilleure. Alors, on l'a entendu dans le reportage, les moyens manquent. Mais pas seulement les moyens de la société civile, pas seulement les moyens des petits producteurs. On a l'impression que ce sont les États africains eux-mêmes qui manquent de moyens. Les États africains manquent de moyens. En réalité, peut-être ce n'est pas le lieu, mais nous sommes riches en Afrique, mais seulement nos ressources sont mal exploitées. Il y a une mauvaise gouvernance dans certains pays aussi. Mais en un mot, il faut se dire qu'on n'a pas les moyens et ces moyens-là doivent être dédommagés par les pays qui polluent le plus l'environnement. Dominique Burgeon, vous, à la FAO, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il faut passer par la technologie pour aider ces petits producteurs qui, aujourd'hui, se retrouvent être les victimes de fait d'une situation qu'ils n'ont pas causée? Bon, tout d'abord, je pense que dans votre sujet, il y avait un élément important qui est effectivement les efforts qui sont accomplis par les États, les investissements. Et là, justement, au niveau de la FAO, on a un rôle en appui de ces États à les aider à prendre justement cette dimension risque, cette dimension changement climatique dans le développement des politiques sectorielles de développement du secteur de l'agriculture et de s'assurer qu'ils puissent faire les investissements qui y sont liés. Toutefois, c'est vrai que la dimension technologique est importante, mais je pense justement, comme monsieur le disait, il est important de trouver l'équilibre entre les nouvelles technologies et les technologies qui sont déjà appropriées par les communautés. Et donc, ce que nous attelons à faire, c'est de mettre à disposition des nouvelles technologies, mais parfois ce sont des nouvelles technologies très simples. Quand on promeut, par exemple, l'utilisation de variétés améliorées, de variétés à cycle plus court, pour justement pouvoir faire la récolte avant la période de sécheresse, mais aussi de pouvoir vraiment s'engager dans des techniques qui nous permettent de documenter ce qui est fait au niveau des communautés dans certains pays et de le remettre à disposition de communautés dans d'autres pays en gérant un petit peu, si vous voulez, la connaissance de ces communautés. Alors, je vais parler aux spécialistes des migrations. François Gemène, est-ce que le fait que ces changements climatiques génèrent des mouvements de population, ça peut bouleverser la cartographie, la démographie dans certains pays? Certainement. Et en réalité, tout dépend de l'augmentation de température qu'on connaîtra d'ici la fin du siècle. Et donc, beaucoup dépend de la décision qui sera prise à la COP21 au mois de décembre. Puisque l'environnement a toujours été un facteur déterminant qui expliquait pourquoi les populations se sont installées à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Les gens habitent le long des côtes parce que les sols y sont plus fertiles, par exemple. Et donc, comme on est face à un changement majeur de l'environnement, vraisemblablement, il y aurait aussi une redistribution géographique de la population qui se déplacera vers des zones plus sûres. Ça veut dire qu'on n'habitera pas aux mêmes endroits qu'aujourd'hui, voire même, si on arrive à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, de nombreuses zones du monde deviendront inhabitables et donc il va y avoir une redistribution géographique de la population. C'est un changement majeur. Un changement majeur qui peut aussi avoir un coût financier. Il va falloir gérer ces mouvements de population pour les États, puisque tout à l'heure vous parliez de mouvements au sein même des pays. Bien entendu, et pour le moment, qui gère les coûts financiers associés à ces mouvements de population? Ce sont les États qui subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. Et donc, il y a une sorte de double injustice. Non seulement ils doivent gérer les changements climatiques, mais ils doivent aussi gérer les changements démographiques qui sont induits par ces changements. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un cadre général sur l'adaptation et que la question des migrations soit reconnue dans ce cadre de l'adaptation et puisse recevoir des financements internationaux à ce titre. Alors, Dominique Burgeon, il y a un mot-clé qui a été prononcé dans le reportage qu'on vient de voir, c'est le mot adaptation. Est-ce que ça signifie que la migration, l'émigration, ça peut être la solution et pas le problème? Écoutez, je n'irai pas
je n'irai pas jusque-là, mais il est clair que les migrations au sein des pays, comme l'ont dit M. Johain, sont une stratégie d'adaptation des populations. Et en fait, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que on a tous l'attention attirée par les mouvements de population, notamment qui viennent dans les pays européens à l'heure actuelle, mais il est important de garder à l'esprit que l'énorme majorité des populations restent dans leur pays, restent sur leur terre. Et donc, tous nos efforts doivent porter pour essayer justement d'aider ces populations à s'adapter aux nouvelles conditions, à absorber les chocs climatiques notamment qui deviennent de plus en plus fréquents et qui érodent leur capacité à résister et qui peut parfois les amener à soit tomber dans la pauvreté, soit justement entreprendre des migrations plus importantes. Donc il faut absolument que, certes, nous ayons l'œil rivé sur les déplacés, les réfugiés, mais aussi que nous aidions les populations qui décident de rester chez elles à s'adapter et à se confronter à ces changements importants. Alors, vous parliez tout à l'heure de changements technologiques, de nouvelles technologies. C'est quoi ces nouvelles technologies ? Bon, alors, il y a toute une série de nouvelles technologies, effectivement, qui nous permettent, notamment, puisque nous parlons des catastrophes naturelles, des événements climatiques extrêmes, qui nous permettent de mieux comprendre justement les phénomènes climatiques qui sont en train de se développer. Et dans certains pays, par exemple, je me réfère à nouveau aux Philippines, où nous pouvons maintenant, à l'heure actuelle, avoir des prévisions météorologiques au niveau d'une saison. Donc sur plusieurs mois, avec une fiabilité assez haute, nous pouvons donc donner des conseils aux agriculteurs afin qu'ils décident des variétés les plus appropriées à utiliser ou qu'ils conduisent leurs irrigations en fonction justement des prévisions météorologiques. Nous avons également de plus en plus des systèmes basés essentiellement sur l'information satellitaire qui nous permet de mieux comprendre justement l'évolution des phénomènes climatiques. Et également, je pense qu'il est important de signaler que pour les petits agriculteurs, un gros travail est fait, comme je l'ai signalé, pour identifier notamment toute une série de variétés de semences qui sont adaptées au changement climatique, que ce soit tant aux sécheresses que par exemple aux questions d'inondation, avec des variétés de riz qui peuvent être plus submergées ou qui peuvent être résistantes à la salinisation. Donc il y a toute une série d'innovations que nous pouvons amener et qui doivent être, comme je l'ai dit, mises en compatibilité avec les besoins des populations et les connaissances locales. Je pense que la valorisation des connaissances locales est extrêmement importante. Alors, on a beaucoup parlé du Sud, mais les migrations qui résultent de la hausse des températures, ça existe également dans le Nord. Direction maintenant les Pays-Bas. C'est un pays qui va investir 20 milliards d'euros sur les 30 prochaines années pour se protéger de la montée des eaux. Nom de code de l'opération, Plan Delta, prolongation d'un programme initié en 1953. C'était après une violente tempête qui avait fait 20 000 morts et causé l'évacuation de 100 000 personnes. Mais cette fois-ci, les autorités néerlandaises font tout pour être prêtes. Mylène Girardot avec Guillaume Gouet. Il y a un an à peine, on ne trouvait ici que de l'eau. Depuis, une île est sortie de mer, une île entièrement artificielle. On est juste là. Estania est la première à l'occuper. Son restaurant sera inauguré dans quelques jours. À chaque nouvelle île, on déménage. Forcément, on est le club de la plage. C'est son 4e emplacement en 12 ans. À quelques kilomètres du centre-ville d'Amsterdam, la construction du quartier d'Eiber a débuté il y a bientôt 20 ans. Une île, puis 2, puis 3 et maintenant 4. L'idée est de faire de la nouvelle île un quartier modèle neutre en émissions carbone. Mais surtout un quartier à l'abri de la montée des eaux quand la majeure partie de la ville se situe au-dessous du niveau de la mer. Aux Pays-Bas, on a l'habitude des polders, des terres en deçà du niveau de la mer, protégées par des digues.
Mais cette solution n'est plus viable. Donc, on a construit ces îles à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, comme ça. Elles sont protégées de la montée des eaux pour au moins une bonne centaine d'années. Mais au-delà d'Amsterdam, c'est l'ensemble du pays qui est menacé par le changement climatique. 30% du territoire se situe au-dessous du niveau de la mer, 60% en zone inondable. Si rien n'est fait, c'est la quasi-totalité des Pays-Bas qui pourrait se retrouver sous les eaux avant la fin du siècle prochain. Selon les experts, cet affluent du Rhin pourrait voir son débit multiplié par 10. Or, en seulement 150 ans, les hommes ont réduit de moitié la place dédiée aux cours d'eau du pays. Aujourd'hui, ils font marche arrière pour réduire les risques. Là où nous sommes actuellement, il y avait une digue de 4-5 mètres de haut qui contenait le fleuve comme un entonnoir et qui l'empêchait de s'étendre au-delà. Nous avons retiré la digue et ouvert sur cette surface agricole transformée en zone humide. On a construit des ponts, une route aussi surélevée pour évacuer les gens en cas d'inondation. La rivière a beaucoup plus de place, son niveau diminue et donc les risques aussi. Avec le programme de la place pour les fleuves, les Pays-Bas rendent une partie de leur lit aux rivières, détruisent des digues, en construisent d'autres plus robustes. Un programme avec des conséquences sur les populations. Nol fait partie de ces premiers déplacés environnementaux. Agriculteur depuis 3 générations, sa famille et 16 autres fermiers exploitaient le polder d'Overdipse. Mais les grandes crues de 95 remettent tout en question. Seule la moitié des exploitants peuvent rester sur un polder rehaussé. Nol sera de cela. En 2012, il déménage 500 mètres plus loin et saisit l'opportunité pour réinvestir avec son fils dans une ferme flambant neuve. En 1995, notre petite rivière est entrée en crue et notre polder a presque été inondé. On a réalisé que nous étions vulnérables. Maintenant qu'on est perché 6 mètres plus haut, on serait curieux de voir l'eau monter. Congrès annuel du Delta. 1500 participants, sociétés civiles, entreprises, chercheurs, politiques, institutions, tous réunis autour du commissaire au plan nommé il y a 6 ans, un plan global pour anticiper le changement climatique. Même selon le pire scénario du GIEC, nos études montrent qu'on peut rester vivre dans notre pays. L'important, c'est de partir à l'heure. Cela prend 20, 30, 40 ans pour mettre en place un projet. Ça prend du temps. Mais si on s'y prend à l'heure, on a les réponses pour faire face au changement climatique. Partir à l'heure, c'est assurer un risque minimal pour les près de 17 millions de Néerlandais. C'est aussi garantir la stabilité économique du pays. Mais les réponses ont un coût. 20 milliards d'euros sur 30 ans pour protéger l'ensemble du territoire, renforcer les digues, inventer de nouvelles solutions. L'eau va monter, cela ne fait aucun doute. Les Néerlandais sont bien décidés à l'apprivoiser, encore et toujours. François Gemène, 20 milliards d'euros sur 30 ans, c'est une enveloppe de riches. C'est considérable. C'est considérable et le reportage illustre bien en fait l'inégalité entre pays face à ce phénomène de la hausse du niveau des mers qui va toucher tous les pays. Les Pays-Bas, aujourd'hui, sont parmi les pays industrialisés, un des pays les plus vulnérables, mais aussi un des pays qui a le plus développé ces technologies de lutte contre la hausse du niveau de la mer. Contraint et forcé. Bien sûr, la technologie néerlandaise s'impose aujourd'hui et s'exporte un peu partout dans le monde. Mais la même hausse du niveau de la mer, au Vietnam, 1 mètre de hausse du niveau de la mer, ça a une perte de 25 000 km², 10% du territoire. Est-ce que le Vietnam aura les moyens de développer un plan delta comme celui qui est développé aux Pays-Bas ? Au Bangladesh, où quasiment la moitié du territoire est sous le niveau de la mer, 165 millions d'habitants. Est-ce qu'il y aura ces moyens ? Je pense qu'il va falloir faire des choix, malheureusement dans le Sud, entre les territoires qu'on pourra protéger et ceux qu'on devra sacrifier, et ça risque d'être très douloureux. Ce qui signifie que le cas néerlandais, je vais poser la question à Moutari Abdelmadjid, c'est pas transposable en Afrique ? C'est possible, mais il faut beaucoup de moyens. Parce que le problème qui se pose en Afrique, c'est un problème qui est beaucoup avancé. Nos populations sont déjà appauvries. Et donc, maintenant, il faut beaucoup de moyens qui peuvent permettre d'atteindre vraiment un niveau. Je prends un exemple.
Nos dirigeants, actuellement au Niger, le gouvernement en place a mis une initiative qu'on appelle initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ça, c'est pour un peu résorber le problème de la sécurité alimentaire. Mais depuis les 5 ans, depuis que la politique est mise en place, beaucoup de moyens sont injectés, mais jusqu'à présent, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espère. Alors, je vais vous poser une question un peu provocatrice. Pourtant, la communauté internationale promet 100 milliards d'euros par an pour aider les pays du Sud à lutter contre le réchauffement climatique. C'est pas suffisant? 100 milliards de dollars par an. De 2009 à 2015, on a 6 ans et actuellement, on enregistre juste 60 milliards. Même si c'est suffisant, 100 milliards par an, il faut que ça soit disponible d'abord pour apprécier. Mais ce n'est pas le cas. Dominique Burgeon, l'agriculture du Nord, elle aussi est menacée par la hausse des températures? Je pense que personne n'est épargné par la hausse des températures. Mais je voudrais rebondir par rapport à la question précédente et dire qu'en fait, effectivement, des fonds ont été mis à disposition. M. Moutari se référait à 60 milliards de dollars qui ont été mis, mais ce qu'il faut souligner, c'est que la majorité de ces fonds ont été alloués pour la diminution des émissions. Ce qui nous réjouit pour l'avenir, c'est qu'on espère que dans le fonds vert qui est en train d'être mis en place, on pourra justement avoir beaucoup plus de fonds qui vont être alloués à l'adaptation. Et nous pensons que ces fonds liés à l'adaptation devront avoir un rôle important par rapport justement au renforcement des petits agriculteurs qui, comme on l'a vu, sont régulièrement affectés par l'impact du changement climatique. Donc les allocations de ressources, oui, mais beaucoup plus de fonds aussi alloués au Sud, aux petits agriculteurs du Sud, à travers des investissements dans l'adaptation. François Gemène, je pense qu'il faut souligner que même dans le fonds vert qui est en train d'être mis en place, seule la moitié des fonds seront consacrés à l'adaptation et une partie de ces fonds seront mobilisés sous forme de prêts. Et donc, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions, même si la somme paraît immense et conséquente, et si elle est bien sûr absolument nécessaire, c'est pas sûr que ça va suffire, d'autant plus que c'est des fonds qui doivent être mobilisés chaque année, et l'adaptation, c'est un processus continu. Est-ce que vous savez que la migration climatique, eh bien, la Belgique a décidé d'en rire? C'est la série qui fait le buzz en ce moment. Dans Le Centre, c'est le titre, eh bien, les Flamands sont victimes de la montée des eaux dans le nord du royaume, et ils sont contraints de demander l'asile aux Wallons, dans le Sud, une web-série diffusée sur le site internet de nos confrères de la RTBF et qui joue avec les clichés, avec un humour typiquement belge. On regarde un extrait. Ok. Bonjour, je m'appelle Paul Grognon, je suis responsable de l'accueil pour le centre. Et il y a du travail, puisque la catastrophe a été tellement soudaine. Mais j'ai assurément les compétences pour porter haut les couleurs de la Wallonie. Ces valeurs d'humanisme et d'accueil. Ça faisait des années qu'on prévenait les responsables politiques, ils n'ont rien voulu entendre et la montée des eaux était si soudaine. Nous avons dû agir en urgence et la Wallonie nouvelle, fusionnant avec Bruxelles, a relevé le défi. Nous sommes enfin prêts pour accueillir les Flamands. Bon, là c'est encore un peu vide, mais d'ici quelques jours tout sera installé, donc voilà. Et bon, le principal est déjà là. Il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à nos amis flamands. On a toujours été là pour leur tendre la main, y compris au début du XXe siècle, quand ils cherchaient du travail. C'est aussi ça l'histoire, une roue qui tourne. La Wallonie est fière de vous accueillir. Restez bien en ligne. La langue officielle du centre est le français. La langue officielle du centre est le français. Suivant. Allez, suivant. Et voilà, pour Le Centre, une série très cynique. Et ça tombe bien, il y a 2 Belges dans cette émission. François Gemène, est-ce que ça résonne chez vous? C'est certain qu'en plus, ça fait écho évidemment aux problèmes communautaires
que la Belgique connaît. C'est un scénario qui avait été mis en scène aussi dans un film catastrophe qui date d'il y a quelques années, Le jour d'après, où là les États-Unis étaient victimes d'un nouvel âge de glaciation et les Américains étaient forcés de trouver refuge au Mexique. Dominique Burgeon, ça vous parle, le centre? Bon, je pense que ça illustre bien l'humour belge, qu'il faut prendre beaucoup de choses au second degré. Au second degré. Merci Dominique Burgeon d'avoir été avec nous. On vous dit au revoir, mais on va continuer cette émission. Je vous le rappelle, l'objectif de la COP, c'est de trouver un accord pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète. 2 degrés, on l'a rappelé dans cette émission, c'est un minimum déjà dévastateur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le WWF. Regardez le message que l'ONG a voulu adresser aux acteurs des négociations sur le climat. Lors de la COP21, les dirigeants du monde ont une opportunité unique. Limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais 2 degrés, c'est déjà trop. Agissons ensemble. Et voilà pour ce message qui se passe de commentaires. On va dire bonjour à Doris Letarde. Elle est en direct avec nous depuis Berne, en Suisse. Bonjour Doris Letarde. Bonjour monsieur. Vous êtes conseillère fédérale, chef du département de l'environnement au sein du gouvernement de la Confédération helvétique. En février dernier, la Suisse a été le premier pays à présenter sa contribution aux négociations sur le climat. Moins 50% de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. C'est beaucoup, non? C'est énorme même. Oui, naturellement, la Suisse est un pays industriel, alors notre responsabilité pour le passé est aussi grande. Et c'est pour nous aussi une responsabilité qu'on garde pour l'avenir, même si on dit on a déjà fait beaucoup, la Suisse a diminué ses émissions au CO2 vraiment de manière respectable. Nous sommes un petit pollueur aujourd'hui, mais quand même, on a toujours un potentiel en Suisse et naturellement aussi avec notre contribution avec des contrats avec des pays à l'étranger. Alors, le poids d'un petit pays comme la Suisse, vous le dites vous-même, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pensez que à votre échelle, vous avez les moyens de peser sur les négociations pour la COP21? Je pense que la Suisse était toujours un des membres très actifs, même si on est un petit pays, on est très crédible. On s'engage pour trouver un consensus. On s'engage aussi entre les grands émetteurs et ceux qui deviennent grands émetteurs. On est actif pour le financement climatique. Alors, je pense que nous jouons un peu un rôle comme médiateur, celui qui aussi avance des projets, des idées. Et c'est notre rôle à faciliter le processus, ce qu'on a fait évidemment aussi avec les États-Unis pour le financement climatique. Oui, mais Doris Letarde, avant même le début de cette COP21, l'ONU annonce que les engagements des pays conduisent de toute façon à un réchauffement de 2,7 degrés. Alors malgré votre optimisme, vous n'avez pas peur d'un échec annoncé ? Non, écoutez, je pense, on a toujours dit, maintenant, je suis quand même très contente que la majorité des pays a déjà annoncé le INDC, alors le but, l'objectif national, et on est très content que ce n'est pas suffisamment. Les mesures qui doivent venir doivent encore être accélérées et approfondies. Et pour cela, Paris est comme un starting point, est un début de processus dynamique qu'on revoit tous ces objectifs nationaux tous les 5 ans, qu'on peut regarder le développement technique, les intégrer dans ces plans nationaux. Et je pense que c'est ça un processus qui laisse un peu la liberté nationale, mais qui fait aussi la pression politique et scientifique, parce qu'il faut vraiment atteindre ce but des 2 degrés Celsius. Mais il faut aussi respecter
qu'aujourd'hui, c'est déjà un grand pas pour beaucoup de pays d'annoncer un but national et d'aller dans ce sens au niveau national. Alors, François Gemène, quand vous entendez l'optimisme de Doris Letard, vous avez confiance dans les politiques ? Moyennement, disons que tout dépend de l'endroit où l'on place la barre, du succès ou de l'échec. Ce qui semble difficile à atteindre aujourd'hui, c'est l'objectif des 2 degrés, donc en soi c'est un renoncement. L'enjeu, je crois, de Paris, c'est de prendre véritablement une décision qui permette d'infléchir le cours des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter. Ça ne peut pas durer. Je veux peut-être souligner aussi que la Suisse fait beaucoup aussi pour les réfugiés climatique, puisque la Suisse a lancé avec la Norvège il y a 3 ans un processus intergouvernemental qui s'appelle l'initiative Nansen, et qui a débouché à Genève au démo du mois d'octobre à l'adoption d'un agenda de protection qui devrait, s'il est mis en œuvre, permettre une meilleure protection des droits de ces réfugiés. Alors, Doris Letard, le fonds vert, ce fonds qui est à destination des pays du Sud, attend toujours d'être complètement abondé. Vous avez ici, en la personne de Moutari Abdul Majid, un représentant de ces pays du Sud qui attend qu'on leur verse 100 milliards de dollars par an. Est-ce que vous pouvez lui faire aujourd'hui la promesse que cet argent sera versé ? Je peux que parler pour la Suisse, naturellement. Nous avons toujours fait des promesses et on a payé. Mais je suis conscient que beaucoup de membres ont vraiment fait des appels en public. Ils font des promesses. Mais ce qu'il faut avoir, cette crédibilité veut dire payer. Et le Fonds vert, on a annoncé dimanche à Paris que maintenant, 8 de ces projets, notamment dans le domaine de l'adaptation climatique, qui est très important pour les pays du Sud, ça va être maintenant opérationnel. Alors, c'est quand même les premiers projets aboutissent et sont en vigueur, à disposition. Et j'espère que ça renforce maintenant le Fonds vert et la crédibilité de ce système et donne aussi un peu de conviction que c'est faisable. Le financement est là. Aussi, le rapport de l'OCDE montre que du côté public que du côté privé, on est vraiment sur ce chemin pour atteindre ces 100 milliards de dollars vers 2020. Alors, Moutari Abdul Majid, vous avez une représentante d'un des pays du Nord sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? D'abord, je remercie Madame la ministre. Et vraiment, nous comptons sur la Suisse. La Suisse en particulier et à l'Union européenne de façon globale. L'Union européenne, depuis plusieurs années, fait le bon exemple. Mais nous, cette année, on s'est dit qu'on doit arrêter à montrer les bons élèves. Il faut faire suivre l'exemple. Donc c'est ce qu'on attend aussi, la volonté affirmée de la Suisse, conjuguée avec les efforts de l'Union européenne pour que ces 100 milliards-là puissent être respectés et fournis dans les fonds verts. Doris Letard, juste une petite interrogation. La COP21 a pour but de mettre en œuvre un accord à partir de 2020. On est en 2015. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 années ? Nous, on s'engage aussi jusqu'à 2020. On a au niveau national, comme les États-Unis, la Chine, quelques autres membres qui ont des plans nationaux où on s'engage pour diminuer le CO2. Alors, ça sera aussi intégré dans ces plans pour atteindre le but de 2 degrés Celsius. Mais naturellement aussi là, on a toujours la balance entre les intérêts économiques et de l'environnement où il faut vraiment être plus clair. Pour le moment, il faut anticiper aussi ces effets négatifs sur l'économie si on ne réagit pas. Mais je pense jusqu'à 2020 aussi, l'économie est prête. On voit maintenant aussi les banques, les analystes de finances qui commencent à défavoriser le charbon, qui commencent à créer des fonds verts, des fonds où on met à disposition l'argent pour des projets pour diminuer le CO2 vers les renouvelables. Et ça me semble aussi un élément, les activités du côté privé qui aident finalement jusqu'à 2020 d'atteindre ces 100 milliards de dollars d'une part, mais aussi qu'on peut vraiment avoir des actions, des projets concrets et pas seulement parler de conférence à conférence. Merci Doris Letard d'avoir été notre invité dans Coup de pouce pour la planète. François Gemène, un petit mot de conclusion. Malgré tout, il faut y croire, il faut rester optimiste. Il faut forcément y croire. On n'a pas le luxe d'être optimiste ou pessimiste. La catastrophe est déjà là. On ne peut pas se demander si on va être optimiste ou pessimiste. Il faut essayer d'en sortir.
C'est vrai qu'il y a des signaux plutôt qui sont au vert pour le moment, mais le problème, c'est qu'on perd énormément de temps. Copenhague, c'était la réunion de la dernière chance pour les 2 degrés. On l'a raté, on a perdu 6 ans depuis, on va encore perdre 5 ans entre Paris et la mise en œuvre de la Convention. On perd énormément de temps et on perd ce sens de l'urgence. Merci François Gemène, merci beaucoup Merci pour votre à vous. analyse. Merci Moutari Abdulmajid d'avoir été avec nous pour témoigner de la situation des pays du Sud. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas, on vous attend sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réagir sur le hashtag C2P TV5 Monde. On vous attend également sur Facebook. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.